Allez, on va donc commencer le webinaire d'aujourd'hui. Alors, comme je vous le disais, audit de surveillance, amélioration continue et aussi focus, voilà, donc sur le critère 7 du RNQ. Qu'est-ce qui couvre et qu'est-ce que nous on attend en tant qu'auditeur sur ce critère, sur ces trois indicateurs. Alors, pour commencer, la présentation des intervenants, hein, bah, les mêmes que d'habitude, hein. Karim, si tu peux te présenter un petit peu. Ouais, bonjour à tous. Donc, rapidement, hein, quelques années d'expérience dans la formation, voilà, une expertise sur Calliope, bien évidemment, et dirigeant du cabinet d'audit et de conseil depuis maintenant 5 ans, et animateur hein, depuis quelques temps maintenant des webinaires. Donc, c'est super. Exactement, bientôt un an, je crois, qu'on fait des Ouais, c'est webinaires ça. tous les deux. Et donc moi, voilà, Raphaël, 5 ans d'expérience en tant qu'auditeur, auditeur qualité, auditeur Calliope également, de temps en temps chez certains organismes sur les quatre catégories d'action. Et voilà, majoritairement chargé de mission qualité ici à l'ISQ Certification. On vient de sortir de deux grosses journées d'audit interne et aujourd'hui disponible pour animer ce webinaire avec Karim. Alors, petit sommaire de la journée. Alors, comme d'habitude, une petite cartographie des certifiés. Ensuite, un petit retour sur l'édition de septembre, quelques questions qu'on a reçues à propos de la fonction centrale. Et après, comme on l'a dit, appréhender et analyser le critère 7 et la préparation de l'audit de surveillance qui vont commencer à arriver pour les organismes qui ont été certifiés assez tôt dans le cycle. Alors, Raphaël, peut-être rajouter un petit mot concernant deux choses, comme je fais toujours un point sur l'ISQ comme organisme certificateur, hein. On n'a pas vocation, je le dis, je le répète à chaque début de webinaire, concernant cette notion juridique sur laquelle on est souvent interpellé. Donc, on n'a pas vocation d'être sur du conseil et d'apporter des éléments de réponse sur la partie juridique, même si je sais que ça crée par moments quelques frustrations, mais on se doit de rester sur la position, d'autant plus que Raphaël, vous sortez des 2 jours d'audit interne, donc de rester bien sur la partie vraiment vérification et contrôle de l'organisation des prestataires hein, sur Calliope. Et puis également que Laure et lui participeront, comme d'habitude, à la réponse en direct de questions au demeurant pendant l'audit et faire un point sur la suite. Tout à fait. Alors, la cartographie des certifiés. Alors, petit comparatif novembre 23, novembre 2024. Alors, on constate que aujourd'hui 128 522 NDA actifs, comparé à l'année dernière, il y a une différence de 12 000 NDA en plus. Donc, plus de 10% de NDA ont été créés entre l'année précédente et cette année. Cependant, il n'y a pas de corrélation avec le nombre de prestataires certifiés Calliope, car lui, il stagne, voire même il a diminué. On a perdu, par rapport à la même époque, 364 organismes certifiés. Donc on peut imaginer des organismes soit qui ont fermé ou lors de l'audit de renouvellement n'ont pas souhaité renouveler leur certification Calliope, car peut-être ils n'en avaient pas vraiment un grand usage, hein. Ces 3 premières années de cycle ont démontré que finalement, le Calliope n'en a pas tant besoin que ça. Et l'investissement en tant que investissement financier et en moyens humains était peut-être trop élevé par rapport aux bénéfices qui pouvaient en sortir. Donc, on a voilà, un petit nombre de certifiés Calliope qui diminue. Sinon, nous sommes toujours voilà, 36 certificateurs, 8 instances de labellisation. Et voilà, la majorité des certifiés se retrouvent dans les grosses métropoles, Paris, Lyon, Bordeaux, Marseille, voilà, les grandes villes qui accueillent les organismes de formation. Alors, petit point, comme on disait, sur l'édition de septembre, hein, quelques questions sur le webinaire qu'on avait fait sur la fonction centrale, pardon, qui a sollicité quelques questions et qu'on a décidé de revenir aujourd'hui. Première question, Karim. Nous louons une salle de formation qui ne fait pas partie de nos locaux. Nous avons un formateur en contrat de travail chez nous qui donne des cours là-bas. Est-ce qu'on doit demander l'extension de ce site, sachant que, comme ils l'ont dit, c'est uniquement une salle de cours qui est louée périodiquement?
Alors, juste avant de pouvoir répondre, Raphaël, sur la partie fonction centrale, hein, je Mhm. tiens à rappeler que le webinaire est bien en replay sur YouTube parce que on a encore rencontré quelques difficultés, quelques problématiques sur les fonctions centrales. Donc, n'hésitez pas à vous réapproprier, à vous imprégner, mais au-delà de ce webinaire dédié à la fonction centrale multisite, des autres webinaires. Concernant cette question, bien évidemment, si le formateur est salarié et qui se déplace uniquement pour animer une formation, ça ne sous-entend pas que c'est un personnel permanent. Donc, si on est dans une logique de location de salle, le lieu n'est pas considéré comme un site. Très bien, merci Karim. Deuxième question, les contrats et les conventions de formation sont signés par la fonction centrale. Est-ce que ça fait de nous un organisme multisite? Comme dit, hein, précédemment du webinaire, on est bien sur la présence de personnel permanent sur le site qui détermine l'éligibilité en tant que multisite. Très bien, merci Karim. Autre question, toujours dans l'esprit fonction centrale. Si tous nos salariés sont sur la holding et qu'il n'y a pas de salariés sur les sites, est-ce que nous sommes un multisite? Alors, on est bien d'accord que tout le monde n'est pas en holding, hein. Bien sûr, c'est certain. Pour le coup, pour le coup, cependant, c'est des questions qui sont revenues sur cette partie liée à la structure, l'organisation juridique d'une holding. En préambule, une holding, c'est un seul numéro de déclaration d'activité et surtout, ce qui va être important, c'est la vérification des contrats de collaboration. C'est vraiment un paramètre dans Mhm. l'analyse qui va être prépondérant au regard de la définition de multisite, parce que si la holding elle met à disposition les salariés qui sont présents sur le site de formation, on serait bien dans une configuration multisite. Mhm. Et toujours dans cette question un peu de holding, notre question, nous avons une holding active avec deux filiales et chaque filiale a son NDA, son salarié et des comptes clients différents. C'est la holding qui pilote la qualité, donc nous ne sommes pas multi-sites et nous devons continuer à faire donc deux audits, un audit sur chaque site. Tout à fait. Deux NDA différents, Ex- donc deux certifications avec deux audits. Toujours garder en tête que c'est le NDA qui fera foi pour la mise en œuvre d'un audit. Exactement, c'est le NDA qui est certifié, on va dire. Voilà pour les questions fonctions centrales qui revenaient de notre précédent webinaire. Un autre point toujours, comme vous le savez, le retour d'expérience de nos auditeurs sur des points que eux sur le terrain ils constatent qui parfois ne sont peut-être pas très bien clairs pour les certifiés. Donc comme d'habitude, on leur demande ce qu'ils en pensent et de nous faire un petit retour. Pour commencer, on est sur l'indicateur 1, indicateur commun qui concerne les quatre catégories d'actions. Quand vous le connaissez, le prestataire doit diffuser un certain nombre d'items, un certain nombre d'informations, les prérequis, les objectifs, etc., etc. Et donc, qu'est-ce que tu peux nous dire, Karim, sur cet indicateur? Oui, alors ce qui ressort essentiellement de retour des auditeurs, c'est la problématique concernant la diffusion des informations liées aux Mhm, formations certifiantes. Ce qui est important, c'est que l'information mentionne les items attendus, le libellé exact de la certification, le code RNCP-ORS, le nom du certificateur et la date d'enregistrement. Important pour tous les organismes qui dispensent des actions certifiantes, tous mhm, ces items doivent être attendus. On a souvent la question liée à la notion de date d'enregistrement pour certaines fiches RNCP. On a souvent la date d'enregistrement tout en haut, et puis on peut avoir aussi tout en bas, dans la notion de base légale, la date de décision. Ce qui est important, c'est vraiment d'être sûr que vous ne dispensez pas une action de formation dont la fiche RNCP est inactive. Ça exact. serait fort dommage de diffuser cette information. En tout cas, important cette notion de date. Très bien, merci, Karim. Autre indicateur qui pose parfois question, l'indicateur 11, l'évaluation de l'atteinte des objectifs par les publics bénéficiaires. Alors, on a encore une fois, il faut toujours prendre en considération la durée de vos actions de formation, si actions courtes, Mhm, actions longues, bien évidemment, ou si sont en alternance. Donc, cet indicateur est commun à toutes les catégories d'actions. Ce qui est fondamental à prendre en compte, c'est le niveau attendu. On parle d'un processus d'évaluation qui existe et surtout mhm, qui est formalisé.
Et la formalisation renvoie vers la nota bene. On dit que la formalisation du processus, donc on sous-entend qu'il y a une formalisation du processus, signifie qu'une procédure d'évaluation est définie et matérialisée par des outils. On a déjà abordé ce sujet sur des webinaires précédents. Mhm. Ce que je peux remettre en exergue, c'est que c'est bien le prestataire qui met en place des outils d'évaluation qui permettront de mesurer et d'apprécier l'atteinte des objectifs spécifiques. Ça, c'est un premier point. Un second point, si on est dans une logique aussi d'approche processus, souvenez-vous que dans l'indicateur 1, on a parlé des modalités d'évaluation. En plus, il y a un glossaire sur lequel vous pouvez vous appuyer. On parle donc des modalités d'évaluation. On parle dans l'indicateur 5 d'objectifs opérationnels évaluables. Donc, on est toujours dans cette notion de diffusion de conception liée à l'évaluation et qu'on Mhm. doit formaliser dans le cadre de l'indicateur 11. Important parce qu'on se retrouve souvent dans des non-conformités majeures parce qu'on ne démontre pas la notion de formalisation de ce processus, d'autant plus que la nota bene est claire sur cette partie-là. Tout à fait, exactement. Formalisation, c'est un peu le maître mot de cet indicateur. Autre indicateur, cette fois spécifique CFA, l'indicateur 14, qui nous dit, pardon, que le prestataire doit mettre en œuvre un accompagnement socio-professionnel, éducatif et relatif à l'exercice de la citoyenneté. Alors là, pour le coup, on a fait un gros webinaire sur Mhm. l'alternance et on constate encore une fois, je ne vais pas dire la légèreté parce qu'on ne doit pas définir la qualité des éléments de preuve qui nous sont transmis. Cependant, on a un point de vigilance des auditeurs qui nous disent on est souvent confronté plutôt à une notion d'information que plutôt une logique d'action. Si je relis le niveau attendu, on parle encore une fois, l'accompagnement doit être formalisé et surtout mis en œuvre par la mise en place de projets spécifiques. En reprenant le glossaire, on retrouve, et c'est pour ça que j'ai voulu faire un focus sur le glossaire, on retrouve la notion d'action, de suivi, d'élaboration, d'intervention, et qui renvoie aux missions 6, 7, 8 et 9 et 14 du CFA. Donc, on attend bien dans le cadre de la mise en œuvre de ces missions-là des actions et pas uniquement une information, donc des actions en gardant en tête Mhm. vers nos trois parties prenantes qui sont l'apprenti, bien évidemment, l'équipe pédagogique, donc le formateur ici attendu, et le maître d'apprentissage. Donc, j'insiste beaucoup parce que on a une orientation très forte attendue sur les missions du CFA. Et ces missions 6, 7, 8, 9 et 14 sont extrêmement attendues et, on va dire, auditées de manière stricto sensus au regard un peu des actions qui sont mises en œuvre. Donc, ce n'est pas uniquement une information où je dis, bah, tiens, j'ai mis une affiche dans mon couloir pour dire que je fais en sorte d'accompagner et formaliser. On parle de projets spécifiques, hein. Donc, ayez une vision beaucoup plus globale en insérant vos actions dans des projets spécifiques. Tout à fait. Dans la continuité, encore, pour les CFA, c'est l'indicateur 15 sur les droits et devoirs des apprentis et les salariés, ainsi que les règles applicables en matière de santé et sécurité en milieu professionnel. Quand est-ce que on doit transmettre, informer les apprentis des items de l'exigence? Dans le descriptif de la mission 4, on dit vous devez informer dès le début de la formation. Dès le début de la formation, les apprentis droits et devoirs. Dès le début de la formation. Donc, on se doit, nous, lorsqu'on audite, de vérifier qu'en début, je fais une corrélation avec l'indicateur 9, hein, quand on parle de diffuser, bien évidemment, les conditions, les modalités des conditions de déroulement, on doit retrouver également des informations liées, d'une part, au règlement intérieur, et d'autre part, ce qui est important, c'est pour les mineurs de bien former également les responsables légaux. On se retrouve souvent dans nos échantillonnages à prendre des bénéficiaires mineurs et on constate que sur l'indicateur 9 et 15, ben, ces informations-là ne sont pas transmises aux responsables légaux. J'insiste bien sur la démonstration que vous informez en début de formation ces items-là. Tout à fait. Merci Karim pour voilà, ces petits rappels sur les indicateurs un peu ponctuels que nos auditeurs nous remontent où ils ont constaté que régulièrement des questionnements reviennent de la part des audités.
Maintenant, on va rentrer dans le cœur du sujet, le critère 7, comment l'appréhender et comment l'analyser. Donc, pour commencer, quel est l'objectif de ce critère 7 dans la certification Calliope? Alors, on va resituer dans le processus de mise en œuvre, de Mhm. Calliope. On est sur la diffusion de l'information, la communication sur le critère 1, la conception pédagogique sur le critère 2, la Ouais. mise en œuvre sur le critère 3, après les moyens humains, techniques, pédagogiques, le volet compétences et qualifications dans le critère 5, tout ce qui est en lien avec la veille, la relation avec les entreprises, et on arrive en bout de chaîne du processus qualité. Mhm. Et ce critère, il est quand même important parce qu'il vient pratiquement clôturer et permettre une impulsion qualitative après, lorsque on fait dans l'indicateur 30 ce fameux recueil des appréciations de nos quatre parties prenantes. Dans le Mhm. 31, on est sur les modalités de traitement. Alors, on reviendra dessus sur ces aléas, réclamations, ainsi de suite. Et puis sur Mhm. le 32, on capitalise ce qu'on a pu avoir sur le 30 et le 31 et on met en place des mesures d'amélioration continue. Important sur ce critère-là, gardez en tête toujours que l'auditeur, il a ces quatre questions, là, qui, quoi, quand et comment. D'accord? En sachant que on exige la mise en place d'un système de collecte d'appréciation, de modalités de traitement et de mesures d'amélioration. Ça, c'est l'article de l'arrêté du 31 mai Mhm. sur cette partie-là. Tout à fait. Donc, comme tu l'as dit, le critère 7, il se découpe en trois indicateurs. Donc, les trois derniers de la liste des indicateurs sur la certification Calliope. Alors, le premier, c'est le 30. Qu'est-ce qui demande cet indicateur 30? Alors, il faut bien comprendre la notion, on doit nous vérifier, qu'est-ce que sous-entend le niveau attendu en termes de sollicitation des appréciations et de fréquences pertinentes incluant le dispositif de relance. Donc, on parle de recueil dans l'indicateur et on parle de sollicitation dans le niveau attendu. Alors, précédemment, dans l'ancienne version, on parlait de système de collecte. Bon, on peut tout à fait envisager qu'effectivement, si on détermine cette notion de sollicitation, on peut être sur un système de collecte. Cependant, lorsqu'on parle de recueil, on parle d'outils, de Mhm. démontrer quels sont les outils qui sont proposés. Et lorsqu'on parle de sollicitation à définir, on parle des modalités. Ce qui est important de clarifier lorsqu'on parle de l'équipe pédagogique. Alors, point de clarification, l'équipe pédagogique, c'est pas uniquement le formateur, même si il est l'acteur dans la mise en œuvre de l'action. Cependant, l'équipe pédagogique concerne aussi toutes les parties prenantes de la structure mettre en œuvre l'action de formation. Donc, on peut tout à fait insérer d'autres acteurs dans le recueil de l'équipe pédagogique. On a un nouveau point de clarification concernant la sollicitation du financeur, mais ça, on l'avait déjà abordé. Donc, euh, pourquoi tu peux passer à la slide suivante, hein, parce que ça va permettre de clarifier un peu ce que je suis en train d'expliquer. On se retrouve bien évidemment avec une dimension liée, euh, comment dire, à cette nécessité qu'on rencontre en tant qu'auditeur, que le prestataire met en exergue ce fameux questionnaire de satisfaction ou de l'enquête de satisfaction. Alors, oui, bien évidemment, vous imaginez que l'auditeur, lorsqu'il a fait l'indicateur 2, voire 3, il a déjà en tête son indicateur 30 au regard des recueils Mhm. des indicateurs de résultats. Et on se retrouve dans le cheminement dans l'indicateur 30, là, c'est avec ces quatre questions qui, quoi? Alors, quoi, c'est la libre expression attendue quand on lit le niveau attendu. Dans le comment, c'est plutôt comment et quel outil on met en place et quel est le dispositif de relance. N'oubliez pas cette notion de dispositif de relance à démontrer et la question liée à la fréquence pertinente. L'auditeur, lui, il doit s'assurer que cet indicateur au regard de l'attendu, du recueil de la sollicitation, est bien mis en œuvre. Charge à vous de proposer ou de fournir le processus, les éléments de preuve, la procédure que vous voulez, à condition, encore une fois, que ça reste dans la notion de recueil de sollicitation. Donc l'auditeur, il n'est pas là en train de dire c'est bien ou pas bien, il est juste en train d'être dans une approche de vérification. Mhm. J'insiste parce que sur cet indicateur, on a souvent
la fameuse enquête de satisfaction, même si c'est une donnée hyper importante pour les structures dans le cadre de l'évaluation de la performance ou de la satisfaction, mais on peut tout à fait avoir des comptes rendus de réunion, on peut tout à fait avoir la Mhm. notion de suivi en entreprise, d'entretien individuel. Dans les outils, ça peut être les outils collaboratifs, on en voit de plus en plus, des plateformes sans aucun problème, et puis la notion de fréquence, ça peut être en fin de formation. Charge à vous de le déterminer et le démontrer. Très bien, Pierre. Mais une fois que j'ai fait cette sollicitation, qu'est-ce qu'on attend de moi derrière? Alors, on a beaucoup constaté que les prestataires restaient plutôt dans l'indicateur 31, dans la notion de gestion de réclamation. Mhm. Alors que l'indicateur, il parle de difficultés rencontrées, de réclamations exprimées et d'aléas survenus. On a la définition dans les glossaires de ces trois termes. Ce qui est important dans le niveau attendu, c'est de voir la mise en place de modalités de traitement. On n'est pas sur, l'auditeur ne va pas vérifier comment vous allez gérer. C'est une autre étape du processus. Ici, on est sur les modalités. Donc, tu peux passer à la slide suivant. Je veux dire, On est confronté trop souvent également à cette notion de réclamation. On nous dit, ah ben moi, j'ai pas eu de réclamation. Cependant, dans l'indicateur, on ne parle pas uniquement de réclamation, hein. Des aléas survenus, des difficultés et des réclamations. Donc, on peut retrouver sur cette question du traitement et des modalités qui le fait en interne. Quoi, alors ça peut être des mails de réclamation, des comptes rendus de réunion, l'analyse des outils de recueil de satisfaction, l'indicateur 30. Ça peut faire l'objet aussi de suivi en entreprise et de réflexion et d'échange avec les tuteurs. Ça peut être aussi lors des réunions d'équipe. Alors après, en termes de modalités, on a souvent des tableaux de suivi traitement. On mhm. nous apporte des fois le tableau d'amélioration continue, ce qui est avec une identification de type de mesure. Ce qui est important, et j'insiste beaucoup, c'est sur les modalités. L'approche du processus, c'est les modalités. La gestion, on le verra dans un second temps. Très bien. Et le dernier rouage de ce critère 7, c'est l'indicateur 32. Qu'est-ce qu'il veut cet indicateur 32 pour terminer ce critère 7? Tu sais, Raphaël, hein, tu es auditeur aussi, Oui. quand tu te retrouves entre le 31 qui est majeur et le 32, et on te dit, moi, j'ai pas eu de problème, j'ai pas eu de soucis, il m'est rien arrivé, j'ai pas eu d'aléa, bon, super, très bien. Et puis en mesure d'amélioration, bon, j'en ai une ou deux. Alors, sur cet indicateur, vous avez compris que c'est sûrement peut-être l'indicateur le plus important du référentiel, puisqu'il va déterminer la suite de la mise en œuvre et l'amélioration de vos actions de formation. La démarche qui sera vérifiée, bien évidemment, par l'auditeur, c'est de présenter des mesures à deux niveaux. Au niveau de l'indicateur 30 de l'analyse des appréciations, et au niveau des réclamations, aléas, difficultés de l'indicateur 31. Donc ça, c'est un premier niveau, avec toujours cette question du qui, quoi, comment et quand. En sachant qu'on peut tout à fait aussi envisager, lorsqu'on lit le niveau attendu, on parle d'amélioration continue, donc on peut aussi démontrer qu'on met en place des mesures d'amélioration, je vais les appeler processées au regard du RNQ. Si c'est de la communication, il y a peut-être des améliorations liées à la communication, à l'ingénierie, à la veille, d'autant plus que Mhm. dans la veille, on parle d'exploitation de la veille. Donc, au regard peut-être d'une exploitation d'une veille, on a peut-être mis des mesures d'amélioration. On peut aussi envisager tout à fait sur les RH, quand on parle de développement de compétences, on peut tout à fait démontrer qu'en mesure, on fait monter en compétences les collaborateurs. Voilà, on n'est pas non plus stricto sensus dans une logique de dire, moi, les appréciations, ils m'ont tous dit que j'étais le meilleur. Moi, les réclamations, j'en ai pas eu. Bon, on parle d'aléas, attention, difficultés. Soyons bien honnêtes aussi, dans la démarche d'amélioration continue, on nous impose, dans cette logique, à la fin du processus de réalisation, d'améliorer pour les années futures ou les prochaines sessions nos actions de formation. Donc, on insiste bien quand on est auditeur, au bout de 3 ans, 4 ans de Calliope, c'est bien un indicateur sur lequel il faut, je vais parler par moment de valeur ajoutée. Mhm.
Exactement. Merci quand même pour ces précisions sur ces trois indicateurs, 30, 31, 32 et tout ce qui l'englobe. Mais autre question qu'on pourrait se poser, c'est au niveau du multisite. Est-ce qu'il y a des exigences en plus, des attendus supplémentaires? Alors là, je pense que nos amis multisites et les pilotes des multisites, lorsqu'on va venir, bien évidemment, je ne referai pas un laïus, hein, on a abordé le sujet au mois de septembre sur Mhm. l'éligibilité et tout ce qui est attendu en termes d'items, mais lorsque l'auditeur viendra sur la fonction centrale, il aura bien évidemment tous les items et dans les items, hein, on a mis en annexe plein d'items qu'on avait déjà abordés qui pourraient corréler avec certains indicateurs, le 30 et le 31 et le 32. Cependant, on doit, lorsqu'on met en place un système qualité unique, démontrer la mise en œuvre d'un processus pour le critère 7. Alors, procédure, mode opératoire, système de collecte, comme vous voulez. Et surtout, ce qui va être important, c'est lorsqu'on va auditer la fonction centrale, bah, les pilotes, ils sont en capacité de démontrer qu'ils ont recueilli également les indicateurs 30, 31 et 32 dans le pilotage pour permettre une amélioration continue organisationnelle, fonctionnelle ou systémique pour la fonction centrale et surtout une déclinaison sur les sites parce que l'auditeur, il fait la fonction centrale sur une demi-journée, mais après, quand il va sur les sites, il va balayer tous les indicateurs du Mhm. référentiel. Donc, quand il va arriver à l'indicateur 32, généralement, un tableau d'amélioration continue, revue de qualité, et ainsi de suite. Mais la question, c'est à deux niveaux. La connaissance du système qualité qui est décliné et déployé par la fonction centrale, et comment il est approprié et son application sur les sites, afin que Mhm. ça remonte des sites vers la fonction centrale. Et là, on aura une vraie amélioration continue systémique performante. Hein, on a trop constaté cependant un pilotage au niveau de la fonction centrale et après, quand c'est sur les territoires, ça reste sur les territoires. D'accord? Mais on en a suffisamment parlé au webinaire du mois de septembre sur cette partie-là. C'est vrai, mais toujours bon de le rappeler de temps en temps. Et pour finir, alors, sur ce critère 7, une petite synthèse rapide, s'il te plaît, Karim. Oui, alors de manière synthétique, hein, on est bien dans la démonstration de la mise en œuvre d'une démarche d'amélioration continue, hein, avec des actions formalisées, effectives, hein, inhérentes au regard des actions échantillonnées d'un côté, et aussi la prise en compte des parties prenantes, ça on a bien parlé, mais Mhm. surtout, il y a une exigence sur, alors, je parlais de système de sollicitation, on va parler de système de collecte et d'analyse des quatre parties prenantes, bien avoir des outils, des méthodes pour analyser les indicateurs, ça nous renvoie à ce que je vous ai dit, indicateur 1 et 2. Cette notion d'action corrective et préventive, alors bien évidemment documentée, et pour traiter les éventuels écarts. Et bien évidemment, pour finir, on est sur une démarche d'amélioration pour vérifier régulièrement l'efficacité de votre démarche qualité, d'autant plus qu'on va aborder le sujet de la surveillance. Donc, on a eu des audits initiaux, vous avez déjà eu la surveillance, vous êtes dans la campagne de renouvellement. Vous imaginez bien que lorsqu'on arrivera sur la campagne de surveillance, on sera dans une forme de maturité de votre démarche qualité, Mhm. avec bien évidemment, je finis là-dessus, la prise en compte de l'organisation de chacun. Quand on est petit, indépendant, au même titre qu'on est une structure intermédiaire, on a plusieurs catégories d'actions, on a d'autres ressources, d'autres moyens. Donc c'est important, et je tiens à rassurer tous les prestataires, que la prise en compte de vos spécificités sera bien évidemment euh, analysée. Mhm. Voilà pour cette partie du critère 7. Maintenant, bah, comme l'a dit Karim, hein, voilà, maintenant on a fait le renouvellement, une grosse partie des renouvellements sont passés et les premiers, bah, ils vont déjà commencer à revenir sur leur audit de surveillance. Donc c'est toujours bon de le rappeler, de revenir un petit peu dessus. Alors, le Bon, cas... Raphaël, c'est toi qui nous prends, c'est Allez. toi le pro, hein, c'est toi qui va nous expliquer tout ça. Je prends la parole. Alors, maintenant, le Calliope, c'est un cycle de 3 ans. Comme vous le savez, sur le premier cycle, certains ont pu bénéficier d'un audit d'un cycle de 4 ans qui avait été rallongé à cause de la pandémie de Covid en 2020. Il y avait eu un allongement du cycle de certification sur 4 ans. Ça ne tient plus hein, pour ce nouveau cycle. Ça sera 3 ans pour tout le monde. Donc, ce cycle de 3 ans, il est passé par votre audit de renouvellement et après l'audit de surveillance. Cette période, c'est entre le 14e et le 22e mois, suivant la date de décision de certification.
Donc, c'est la date de début sur votre certificat, c'est la date de début de certification. C'est pas la date de début de votre audit. Si vous avez eu votre audit en juin et que vous avez été certifié en août, bah, ça partira d'août, le décompte des 14 et 22 mois. Ça nous fait donc une période de 8 mois pour réaliser cet audit de surveillance. Et nous vous rappelons que si nous ne sommes pas en mesure de réaliser cet audit de surveillance sur cette période de 8 mois, il y a un risque de suspension de la certification pendant une période de 3 mois où vous devez réaliser cet audit de surveillance. Donc pendant ce temps-là, vous êtes suspendu et nous, de côté ISQ, eh ben, votre NDA n'est pas remonté en tant que certifié dans les listes de la DGEFP, donc vous n'apparaissez pas en tant qu'organisme certifié Calliope. Bien important donc de réaliser cet audit de surveillance entre le 14e et le 22e mois. Et là, on parle de réalisation. C'est pas comme sur l'audit de renouvellement où il fallait prendre en compte une petite période pour le traitement des non-conformités. Là, sur l'audit de surveillance, on peut le faire au 22e mois et s'il y a des non-conformités, c'est pas grave vu que vous l'avez fait dans cette période 14-22. Pourquoi maintenant l'audit de surveillance? Comme on l'a dit, hein, le cycle de surveillance, il s'approche. Donc, il était important pour nous de pouvoir apporter un niveau d'information complet, un petit peu rappeler qu'est-ce qu'on attend sur un audit de surveillance, vu que là, l'actualité, c'était le renouvellement. Maintenant, on revient sur un audit de surveillance. Ça permet également de mieux appréhender cette prochaine étape sur votre cycle de certification et quelques différences que vous pourriez avoir par rapport à l'audit de renouvellement que vous venez de passer. Également, pouvoir programmer votre audit de surveillance dans des bonnes conditions, pouvoir le réaliser dans la période 14-22 et qui va permettre voilà, de maintenir la certification. Et également, bah, plus tôt vous savez quand votre audit de surveillance va avoir lieu, plus tôt vous pourrez le préparer, mobiliser vos équipes et être opérationnel pour le jour J de cet audit. Et également, bah, si vous avez des questions, on sera là pour y répondre du mieux possible. Ouais, Raphaël, Ouais. petit point aussi hein, sur les délais du 14 et des 22. Euh, faut être vraiment aussi prudent dans votre planification. Ceux qui vont planifier au 21e, 22e, ne soyez pas surpris, bien évidemment, que l'audit de renouvellement va arriver très vite. Parce que c'est vrai que souvent, on est plutôt dans une logique, aller à mi-parcours, de mettre en place l'audit de surveillance, mais Mm. on a aussi constaté que certains privilégiaient la fin 20e ou 21e, et puis après, ils sont très vite repris dans le cadre de la préparation de l'audit de renouvellement. Donc, voilà, soyez juste un point de prudence sur vraiment la planification de l'audit de surveillance qui peut arriver aller à mi-parcours. Hein. Ouais, c'est ça, exactement. Sinon, on risque de se retrouver avec deux audits la même année, hein. C'est ça, C'est vraiment, on tire le plus loin possible, on se retrouve à faire deux audits très, très rapprochés. c'est ça. Alors, cet audit de surveillance, quelle modalité? Alors, l'audit initial, il est en présentiel, hein. Enfin, l'audit de renouvellement, maintenant, il est forcément en présentiel, on ne peut pas y échapper. Et donc, l'audit de surveillance, il est obligatoirement, enfin, il est, pardon, de base en distanciel. Ça, c'est les textes de loi qui nous le disent. Mais il y a des cas où l'audit de surveillance peut se faire en présentiel. Notamment, nous, côté ISQ certification, on va réaliser ce qu'on appelle une analyse de risque, parce que comme vous le savez, pour la surveillance, on va à nouveau vous solliciter pour avoir quelques questions sur votre chiffre d'affaires. Est-ce qu'il a augmenté? Est-ce que vous avez une nouvelle catégorie d'action? Est-ce que vous avez ouvert d'autres formations sur votre catalogue de formations? On prend également les résultats de l'audit précédent. Est-ce qu'il y a eu beaucoup de non-conformités? Est-ce qu'il y a eu une défaillance sur la fonction centrale? Dans la maîtrise de la sous-traitance également, on prend, on regarde voilà, ce genre de choses et il peut possiblement que notre voilà, instance de décision qui délivre la certification décide de réaliser voilà, que cet audit de surveillance, voilà, l'analyse de risque, là on est peut-être un peu dangereux, donc on va faire cet audit de surveillance sur site.
pouvez également, vous, de votre côté, hein, demander de réaliser cet audit de surveillance sur site. Si vous préférez faire ça sur site, vous n'êtes pas à l'aise avec le distanciel, le partage du document. Maintenant, depuis le 31 mai 2023, il est possible qu'à la demande du certifié, son audit de surveillance soit réalisé sur site. Malheureusement, ça sera donc moyennant finance, hein. Il faudra nous prévenir en amont pour nous dire, OK, l'audit de surveillance, moi je le veux en présentiel. Lors de la contractualisation initiale, on vous a fait donc un contrat avec de base la surveillance à distance. Donc, si vous voulez passer votre surveillance en présentiel, il y aura des frais de déplacement auditeur qui s'ajouteront voilà, en plus à la facture. Donc voilà, prenez bien voilà, cette information en compte si vous comptez faire votre audit de surveillance sur site. Et la durée de cette audit de surveillance, quelle sera-t-elle? Eh bien, ça dépend de votre chiffre d'affaires, ça dépend également de votre nombre de sites, si vous êtes multisite, ça dépend également du nombre de catégories d'actions que vous possédez. Donc tout ça, c'est très réglementaire, hein. C'est pas nous qui décidons. Chez vous, ça sera 3 et chez l'autre, ça sera 1,5. C'est vraiment en fonction de ces trois choses-là: chiffre d'affaires, formation, catégorie d'actions certifiées, et pour les multisites, le nombre de sites. Également, le 31 mai 2023, il a apporté une petite modification par rapport à ce que certains ont pu possiblement connaître lors du précédent audit de surveillance. Il y a un nouveau calcul de la durée. Si vous avez fait votre audit initial en tant que nouvel entrant, là récemment, bah, votre audit de surveillance, il y aura une majoration de 0,5 jours sur cet audit de surveillance parce que comme vous le savez, quand vous êtes nouvel entrant, l'audit initial, il y a des indicateurs qu'on ne regarde pas car comme vous êtes assez jeune en tant qu'organisme de formation dans la certification, et ben, il y a des choses où on n'est pas encore en mesure d'avoir assez de recul pour auditer. Donc ces indicateurs, ils sont audités de façon plus poussée lors de l'audit de surveillance, ce qui amène donc une majoration d'une demi-journée pour laisser plus de temps à l'auditeur d'aller se concentrer sur ces indicateurs-là. Également au niveau des multisites, hein, comme vous le savez précédemment, l'arrêté, qu'est-ce qu'il disait? Il disait pour un multisite, à l'audit de surveillance, on prend au moins un site qui n'a pas été audité lors de l'audit précédent. Ce qui nous amenait pour des organismes qui avaient 70 sites à la surveillance, on en regardait, on faisait fonction centrale plus un site qui n'avait pas été audité précédemment. Donc sur un volume de 70 sites, aller voir un seul, ça fait vraiment un petit échantillonnage. Donc ça a été modifié dans cet esprit-là. Maintenant, la nouvelle règle de calcul, c'est on fait la racine carrée du nombre de sites. Donc, dans notre cas, ça sera racine carrée de 70. Bon, de tête, je ne vais pas vous faire le calcul. Et ensuite, ce chiffre-là, il sera multiplié par 0,6. Et on arrondira ce chiffre, le chiffre obtenu, on l'arrondit à l'entier supérieur, et à l'entier le plus proche, pardon. Et ça nous donnera le nombre de sites qu'on ira auditer lors de cet audit de surveillance. Voilà, donc ici quelques exemples, hein, parce que également le BPF hein, sera repris en compte lors de la sollicitation pour l'audit de surveillance, hein, ce qui n'était pas le cas précédemment. On faisait tout le cycle sur un seul CA. Maintenant, chaque année, on viendra vous solliciter, nous vous demander est-ce que vous pouvez nous transmettre votre dernier BPF pour régulation de votre dossier. On va mettre tout à jour. Et donc, s'il n'y a pas de changement, vous avez un CA inférieur à 750 000. Donc ça nous fait une demi-journée d'audit. S'il y a eu des changements, on peut faire, on a un exemple où il y a eu une augmentation du CA, vous avez changé de tranche entre votre précédent audit et l'audit de surveillance. Donc, on va avoir un cas d'augmentation hein, par rapport à ce qu'on avait initialement prévu, hein. L'audit de surveillance sera plus long que ce qui avait prévu. Si entre-temps, en plus, vous avez fait une extension, vous avez rajouté une catégorie d'action, donc dans l'exemple 2, on a rajouté un apprentissage entre le renouvellement et la surveillance, et ben, ça va encore rallonger cet audit de surveillance. Comme on a dit, le cas de l'audit initial, on rajoute une demi-journée par rapport à ce qui avait été initialement prévu. Et le dernier exemple, on est sur un multisite, trois catégories d'actions, chiffre d'affaires supérieur à 750 000 euros. On a de l'action de formation, de la VAE, de l'apprentissage. Ça nous fait un audit de 3 jours, donc un jour de base, 0,5 AF, 0,5 VAE, 0,5 apprentissage. Et
3 sites, quand on fait le calcul, ça nous fait 1,2. Racine de 3 fois 0,6, ça fait 1,2. On arrondit à un site, donc on a 0,5 en plus par site. Donc voilà, toutes ces modalités de calcul, hein, vous les retrouvez sur les Oui. différents arrêtés, notamment sur celui de juin 2019. Et vous, bah voilà, vous prenez, vous adaptez à votre cas et normalement, vous devrez trouver la bonne durée pour votre audit de surveillance. On a donné hein, en annexe, on a donné des exemples également, hein, trouve en annexe quelques aides là-dessus. Ouais, voilà, les exemples de calcul et les modalités, les extraits justement, voilà, des arrêtés qui ont permis de calculer. Et donc, comment va se dérouler cet audit de surveillance, Karim? Comment il va s'organiser? Alors, ok, merci Raphaël hein, pour tous ces éléments importants parce que c'est des questions qui reviennent régulièrement. Ouais. Au niveau de l'audit, on a alors la question souvent qui est posée, c'est est-ce que c'est le même auditeur? En théorie, on a plutôt la démarche au sein de l'ISQ de garder le même auditeur qui a fait le renouvellement et ou l'extension. Cependant, en pratique, on est aussi dans une organisation assez importante hein, au regard du volume, vous l'avez très bien compris, de certifiés. Donc, on va être dans des logiques par moment, puisqu'on est en distanciel, avec un auditeur qui peut être aussi autre sollicité, soit parce que le prestataire décide d'avoir notre auditeur pour voir aussi d'autres modalités de conduite de l'audit. Mais soit l'auditeur il est plus en activité, voilà, il n'y a pas toujours la possibilité d'avoir le même auditeur. Mhm, Cependant, mhm. l'ISQ, on fera en sorte, bien évidemment, de vous identifier, planifier. C'est pour ça que si vous planifiez vraiment en amont, on peut voir avec les auditeurs qui vous ont audité d'être planifié pour vous. Mais la réalité pratique, par moment, nous rattrape. Donc, ne soyez pas étonnés. Exactement. Et donc, quelles sont les étapes de cet audit de Alors, il surveillance? y avait juste un point, Raphaël, précédent qu'il fallait qu'on aborde concernant sur la slide précédente parce que c'est quand même Reviens. une information importante. Vous savez, l'ISQ vous envoie à chaque fois un document hein, à compléter sur les principaux changements, le chiffre d'affaires. Je ne reviens pas sur tout ce qu'a dit Raphaël. Cependant, soyez extrêmement prudent hein, parce qu'il y a dans l'article 2, toute fausse déclaration peuvent amener le retrait de la certification. Faites très attention, soyez prudents. Si vous avez fait des mises à jour, il n'y a pas plus problématique le jour de l'audit que constater que ce que vous avez transmis auprès de l'ISQ, parce que pour votre information, l'auditeur a accès également aux documents que vous avez transmis à l'ISQ. Donc, soyez prudents, bien en amont, d'où cette planification avec Anticipé. quelques mois anticipés de transmettre les bonnes informations parce que on peut être confronté, certains auditeurs ont été confrontés à devoir arrêter l'audit parce que les informations n'étaient pas correctes. Donc, il y a la Mhm. remontée qui est faite à l'ISQ avec une décision de stopper l'audit au regard hein, des mauvaises déclarations d'informations. OK? Tout à fait. Ouais. C'était important de le rappeler, Karim. Alors, ensuite, quelles sont les étapes de l'audit à distance? Cet audit de surveillance qui, voilà, de base est à distance. Alors, on est pour ceux qui ont eu l'habitude, bien évidemment, Mhm. d'avoir participé et bénéficié d'audits de surveillance. Hein, on est bien évidemment sur cette temporalité de 14 mois. On a 30 jours maximum à réception de contrat. On planifie la date d'audit. On prend contact, prise de contact avec l'auditeur pour être sûr d'affiner les informations, valider le plan d'audit. L'auditeur vous envoie le plan d'audit et vous le complétez. Et ce qui est extrêmement important lorsque vous souhaitez rester en distanciel, c'est les tests techniques. Hein. On a eu de très grosses problématiques et des retours vraiment importants lors de la période précédente des audits de surveillance sur le partage documentaire, l'affichage des éléments, d'être confronté à une problématique de connexion, ça peut arriver, mais surtout c'est dans la maîtrise de l'outil et surtout dans la dématérialisation des éléments de preuve. Donc, anticiper également lorsque vous allez planifier aussi le temps dédié à la dématérialisation pour ceux qui ne sont pas encore sur les plateformes et autres. Donc, Mhm. important que ce test soit effectif. Tout à fait, parce que sinon, ça peut vraiment rallonger et perdre énormément de temps de l'audit. Et l'auditeur, il peut pas déborder. Hein. Si c'est une journée, c'est une journée. S'il n'a pas eu le temps de voir, ben, il va être obligé à un moment
de mettre des Ben, non-conformités si vous n'êtes pas en mesure de présenter les éléments c'est ça. lors de l'audit de surveillance à distance. C'est ça. Alors, pour être dans la continuité par rapport aux objectifs, euh, vous gardez en tête, hein, vous l'avez compris quand on a fait l'appareil des durées, on est dans des durées réduites, hein. Ouais. Maintenant, souvenez-vous, pour ceux qui ont vécu les audits de surveillance, c'était, excusez-moi du terme, assez rock'n'roll, que ce soit pour l'auditeur ou que ce soit pour le prestataire. C'est jamais, comment dire, en sécure, hein, d'être sur l'audit de surveillance en distanciel, mais important. De vraiment faire le test et de s'assurer de. Pourquoi? Parce que dans le cas de l'audit monocyte, on doit vérifier, hein, que la certification est délivrée et que vous respectez bien le référentiel en rigueur, en sachant que l'auditeur, il va conduire l'analyse sur les éléments administratifs, donc avec l'ISQ en amont, la conformité du référentiel sur une ou plusieurs actions conduites depuis l'audit précédent. Donc j'insiste parce qu'on a souvent cette question, c'est bien Ouais. entre l'audit précédent et la date d'audit de surveillance, c'est les actions qui seront mises en œuvre, qui seront auditables, et également les actions conduites dans le cadre de la démarche d'amélioration continue. Pareil, petit point, c'est l'affichage, l'obligation d'affichage et de communication du certificat Calliope qui pourrait découler sur une non-conformité majeure. Tout à fait. Et pour les multisites, est-ce qu'il y a des attendus en plus? Oui, alors, bon, ça, je pense que je ne reviendrai pas, hein, sur ce, je vais être très court, mais Ouais. pour information, n'oubliez pas qu'il y a un nouveau mode de calcul, il y a un audit, les audits qui n'ont pas été audités précédemment feront partie du périmètre, la fonction centrale est audité, quoi qu'il se passe, d'accord? Mhm. Et puis, on peut tout à fait envisager, hein, si l'ISQ peut décider aussi d'auditer un autre site particulier, si on le juge pertinent. N'oublie pas que si on audite la fonction centrale, c'est aussi garder en tête cette notion d'éligibilité, d'accord? OK, mais ça, je renvoie les multisites vers le webinaire qu'on a animé. Pour un nouvel entrant, hein, il doit obéir aux mêmes règles, d'accord? Et c'est la revue de l'ensemble des indicateurs applicable, là, cette Ouais. fois-ci, pour les nouvelles entrants. On va pas y échapper. Et du coup, cet audit de surveillance, quel indicateur l'auditeur, pardon, va regarder sort de cet audit de surveillance? Donc, c'est un article, hein, et j'ai Tout à bien fait. insisté sur s'adaptera à la durée, forcément, mais cependant, on a des obligations qui sont les indicateurs qui ont fait l'objet de non-conformité à l'audit précédente, hein. Si on est sur Mhm. une conformité mineure qu'on a vue précédemment, garde en tête qu'on vérifiera, puisque vous avez proposé un plan d'action préventif, et également sur une non-conformité majeure. On a les indicateurs 1 et 17 et 19 qui seront audités. Puis, euh, pour les nouveaux entrants, on les a dit, hein, les indicateurs applicables, le respect euh, de l'obligation d'affichage. On a également une clarification, donc les indicateurs 1, 17, 19 et le 3 pour certains OF. Et après, si on a tous les indicateurs qui ont des non-conformités majeures potentielles. On a mis en tableau, en annexe, un tableau très synthétique qui vous permettra de bien comprendre ce qui seront dans le périmètre de l'audit de surveillance en termes d'indicateurs. Très bien, merci Karim. Et en conclusion, donc, sur ce webinaire, quel va être l'objectif de cet audit de surveillance, les grandes lignes? Alors, l'audit de surveillance, hein, il permet d'analyser, j'insiste beaucoup sur ces éléments-là au regard des problématiques de fausses déclarations qui peuvent vous amener à un retrait de certification. On va vérifier bien évidemment l'application des exigences par la revue des indicateurs concernés. Donc, vous les retrouverez que ce soit dans les arrêtés et également en annexe. On doit s'assurer que les processus sont bien mis en œuvre puisque ça a été l'objet de la certification de l'audit précédent pour lequel vous avez eu Mhm. votre certification de renouvelée. On vérifiera bien que les actions correctives ont bien été appliquées au regard des non-conformités constatées. On auditera une ou plusieurs actions et on démontrera que ça permettra en tout cas de démontrer une démarche d'amélioration continue et permanente. Important, j'insiste pour finir, euh, préparez bien l'audit de surveillance, planifiez-le bien également pour pas vous retrouver dans des situations de tension dans lesquelles on a tous été confrontés en tant qu'auditeur, en tant que prestataire lors des audits de surveillance. On est beaucoup plus confort en présentiel, certes, mais en distanciel, c'est aussi important de bien préparer
les éléments Mhm. de preuve attendus. Tout à fait. La prochaine, avant de passer aux questions, Karim, les prochaines dates webinaires, quelle est-elle? 19 décembre, on fera une petite rétrospective 2024. Bon, il y a eu beaucoup Ouais, d'événements hein, évidemment. entre les différents, la V8, la V9, le 28 décembre, voilà, plein d'arrêtés qui ont fait évoluer, bien évidemment, et pour lequel on a mis en exergue. Et puis, on fera une petite perspective sur 2025, mais surtout, on insistera sur la rétrospective 2024. Très bien. Merci Karim. Donc maintenant, on va passer à les 10 petites minutes de questions. Si Louis, tu as des questions à nous poser, nous sommes là pour y répondre. Je suis là, il y en a eu pas mal. D'abord, félicitations pour la présentation. Vous avez fait des émules, disant que ce PowerPoint était fort intéressant. Et petite précision, donc, la question est posée pas mal. Le PowerPoint est bien envoyé d'ici quelques jours et le webinaire dans son intégralité à retrouver sur YouTube, sur la chaîne de l'ISQ. Maintenant, les questions. Donc, deux questions par rapport à l'indicateur 31. Première question, est-ce qu'un outil avec l'ensemble des réclamations, avec le, entre guillemets, qui fait quoi et quand et quelles sont les solutions et modalités apportées, est-ce OK pour vous? Ou faut-il développer? La réponse est oui, hein, bien évidemment. À partir du moment qu'on est dans une démonstration de la prise en compte déjà des différentes modalités de prise en des aléas, difficultés rencontrées et réclamations, et que on démontre qu'on a bien structuré et processé cet indicateur sous le forme d'un tableau ou autre, hein, peu importe, c'est très fortement appréciable dans cette logique d'amélioration continue. Merci. Deuxième question concernant l'indicateur 31. Comment l'aborder si je n'ai eu aucune réclamation? Alors là, je m'y attendais, hein, puisqu'en ayant fait plein d'audits, d'arriver au 31 en me disant, je, et après avoir vu quand même 30 indicateurs par moment précédent, donc vous imaginez bien qu'en tant qu'auditeur, des aléas, des difficultés, dans le cas de l'indicateur 10, avec l'adaptation, dans le cas de l'indicateur 12, la prévention des ruptures, vous imaginez bien que quand on arrive à cet indicateur et qu'on entend je n'ai pas eu de réclamation, l'auditeur relie l'indicateur qui est les aléas, difficultés, réclamations pour les quatre parties prenantes. Allez, allons-y, je retire les financeurs, mais pour trois parties prenantes. Donc, vous imaginez bien que au bout de 3, 4 ans de Calliope, lorsqu'on arrive sur cet indicateur et qu'on nous dit j'ai pas eu de réclamation, donc je n'ai rien fait, vous allez potentiellement vers une non-conformité majeure. Donc, charge à vous, bien évidemment, d'apporter à l'auditeur sur cet indicateur des éléments qui démontrent la prise en compte et surtout les modalités. Pourquoi? Parce que derrière, on a quand même l'indicateur 32 sur lequel on va devoir aussi aller. Alors, je voudrais ajouter ouais, une précision, Karine. C'est vrai qu'on ne peut ne pas avoir de réclamation. Donc, dans ce cas, on doit démontrer qu'on n'a pas eu de réclamation ou qu'on a eu des réclamations et qu'on n'a pas mis d'action corrective parce qu'on a tout à fait le droit d'attendre peut-être pour un motif divers le traitement de cette réclamation. En revanche, tu as raison, si on parle d'aléas et de difficultés, parce qu'il y a aussi les aléas et les difficultés, il faut prendre en compte, hein. Donc, si on doit répondre à la question réclamation, effectivement, on peut ne pas en avoir ou en avoir et ne pas forcément apporter d'action corrective. En revanche, il y a aussi les aléas et les difficultés Voilà. à prendre en compte. Je vais vous piquer votre boulot une minute. Donc, on me demande plusieurs fois qui prend contact avec les organismes pour l'organisation de l'audit de surveillance. Donc, c'est bien l'ISQ qui enverra un mail 2 mois avant le début de la période. Petit aparté, la période qui commence bien à partir de la date de certification et non à partir de la date de l'audit, sinon de l'audit de renouvellement. Tout Sinon, à ça fait. décale les périodes. On prend contact par mail pour constituer le dossier et tout se passera bien. Euh, La période, lui, c'est quoi? Ça commence à partir de janvier, février, mars? Ou pas alors, peu?
La période de l'audit de surveillance se fait entre le 14e et le 22e mois Ouais, suivant l'entrée en vigueur du nouveau certificat. Et donc, on prend dans le contact 2 mois avant le début de cette période. d'accord. Mais là, on commence. Là, il y a la campagne qui va peut-être pas tarder. Voilà, c'est juste Bah, c'est au fur et à mesure, ouais, au mais fur et à ça mesure, hein. va, ça Ouais, va commencer vraiment 2025, début 2025. ok, d'accord. Une question, on a encore 3 minutes. Question vraiment avec un cas assez particulier. Imaginons que nous avons une fiche de formation qui date de 2024. Des apprenants sont inscrits sur cette formation. Nous avons donc une fiche version 1 en date de 2024 avant la contractualisation. Mais cette fiche de formation est mise à jour en 2025. Bah, super. Quelle fiche montrer lors de l'audit pour cette formation? Su- Super, on est vraiment dans l'exemple de mesures d'amélioration. On peut tout à fait montrer l'ancienne fiche pour asseoir et consolider votre démonstration de Hmm, démarche d'amélioration. Là, typiquement, c'est extrêmement intéressant de la place qu'est la vôtre de montrer la fiche 1, version 1 et la fiche version 2, bien évidemment. Et ça sera en fonction aussi de l'échantillonnage. Donc, n'hésitez pas, bien évidemment, à mettre en exergue cette amélioration en termes de conception d'outils. tout à fait. Si c'était la version en vigueur en novembre 2024, ben, c'est normal que voilà, on retrouve la V 2024 en 2024 et la V 2025 en 2025. L'inverse aurait été plus problématique. Et une petite dernière question. Allez, pour les CFA, nous sommes un petit organisme de formation et nous intervenons 3 4 jours par an auprès d'un CFA. Sommes-nous dans l'obligation d'évaluer la satisfaction des parties prenantes, donneurs d'ordre, étudiants? Alors, ils sont CFA, ils sont Non, sous-traitants. petit sous-traitants. Ouais, Oui. donc ça renvoie à la sous-traitance hein, sur l'indicateur 30. On a bien évidemment cette obligation de recueillir, en fonction, encore une fois, souvenez-vous du contrat de sous-traitance, de Tout à fait. recueillir les appréciations si le donneur d'ordre lui demande. Donc, mais c'est très clair hein, sur l'indicateur 30 concernant la sous-traitance. Il y a la slide qui est là-dessus. Mais oui, oui, il y a un recueil attendu mais c'est bien en lien avec le contrat, ce qui est attendu par le donneur d'ordre. Merci. Et une petite dernière, effectivement, ça pouvait prêter à confusion. Donc, est-ce que seules les actions qui se font entre l'audit de surveillance et l'audit de renouvellement peuvent être auditées lors de l'audit de renouvellement? Le 10 de surveillance, tu veux dire. Les, C'est on- entre l'audit, concrètement, c'est entre l'audit précédent, donc si c'est renouvellement et ou initial pour un nouvel entrant, et la date de la date planifiée de surveillance. Donc, c'est vraiment dans ce laps de temps que seront échantillonnées les actions de formation. Voilà, l'auditeur, il va pas chercher 2021, 2022, ne vous inquiétez pas. Vous êtes certifié, hein, il n'y a pas de problème. OK? Laure, est-ce que tu avais des questions ou c'est lui qui a synthétisé? Ouais, Non, c'est lui qui a Ok, synthétisé. Les super. autres, on a répondu, on a laissé la possibilité de nous joindre. Ouais, ok, super. Ben, merci à tous. Merci Raphaël, lui et Laure hein, pour votre dispo. On se retrouve le 19 décembre. Ça sera un webinaire, je pense, extrêmement riche parce que la rétrospective 2024, alors c'est toujours une problématique lorsqu'on fait un webinaire d'1 heure, mais on identifiera vraiment bien les grands changements. On vous parle de la perspective 2025 aussi pour l'UNESCU en sachant que vous pouvez tout à fait nous envoyer des mails, des choses à formuler, hein, que ce soit au service administratif, au service vérification avec Laure ou avec Raphaël, et puis par mon biais également. N'hésitez pas, on reste à votre disposition. Tout à fait. Merci beaucoup, bonne Merci, journée à tout le monde. À la bonne prochaine. journée, Au revoir. Au merci, au revoir. revoir. Merci, au revoir.